Bonjour à tous et bienvenue dans le monde réel. C'est Ligne de front. Alors pourquoi les Américains font-ils ce qu'ils font sur le plan international? Sortons des sentiers battus, des explications simplistes et même des commentaires au jour le jour. On va comprendre dans la profondeur de la géopolitique ce qui se joue réellement. Les États-Unis changent radicalement le paradigme de la politique étrangère de leur pays. Ce que fait Trump, contrairement à ce que pensent certains, est rationnel. Il faut juste comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Il s'agit en fait ni plus ni moins d'une révolution géopolitique profonde à Washington. Les États-Unis abandonnent la logique néoconservatrice qui prédominait jusqu'à maintenant et dont l'objectif était de faire des États-Unis la nation hégémonique dominant le monde entier. En un mot, les États-Unis acceptent que le monde est devenu multipolaire et eux s'y adaptent. Leur principal problème est maintenant l'alliance forte entre la Russie et la Chine. Mais pourquoi les États-Unis font-ils ce qu'ils font? Cela semble absolument ahurissant. Donald Trump accuse Zelensky carrément d'être un dictateur, d'être corrompu ainsi que son régime. Il lui demande de rendre l'argent de multiples manières possibles. On l'a vu avec l'exigence sur les terres rares. Il lui dit que ce n'est pas la Russie qui est la cause de la guerre, mais lui-même. Il dit qu'il aime bien Poutine. Il parle de mettre des sanctions contre, y compris contre l'Ukraine. On parle même de fin de l'OTAN. Et on a vu les révélations de l'USAID avec cette agence qui est totalement sabordée. Mais qu'est-ce qui se passe? On assiste à un lâchage sale, on pourrait dire, de l'Ukraine. On est carrément dans une scène de 1984, le roman de George Orwell. Vous savez, dans ce livre, il y avait trois grandes puissances, l'Océania, l'Estasia et l'Eurasia, chacune s'affrontant l'une l'autre, deux étant alliées contre une, et les alliances changeaient. Or, à un moment dans ce livre, eh bien, l'Océania change d'alliance et les instances de propagande, en 24 heures, doivent reformater la conscience des citoyens dans 1984. C'est à cela auquel on semble assister avec ce retournement de Donald Trump. Trump semble donner la victoire à la Russie et semble tout céder sans rien obtenir réellement en échange. On parle même de couper l'aide militaire à l'Ukraine, ce qui serait la fin d'une guerre déjà perdue par l'Ukraine, mais la fin accélérée. En effet, c'est le PDG de Rheinmetall, une des entreprises de défense les plus importantes d'Europe, Armin Paperger, qui l'a dit la semaine dernière, il n'y a plus de munitions ni d'armes sur les stocks dans l'Union européenne. Donc ce serait la fin. L'Ukraine tient à bout de bras grâce aux États-Unis. Mais alors pourquoi? Est-ce que Donald Trump est fou? Est-ce que nous assistons à une de ces lubies, une mouche l'a piqué le matin? Certains disent qu'il s'est fait embobiner par les Russes, que Poutine l'a manœuvré. Il est très fort, ce Poutine, on dirait. Et certains vont même jusqu'à dire, à imaginer que Donald Trump serait un agent du Kremlin, voire un agent du KGB recruté du temps de l'URSS. Alors, cette dernière version est bien amusante et pourrait être un scénario d'une série, par exemple, de la série Night Action sur Netflix. Mais euh, la réalité est bien différente car tout cela, ce n'est que du folklore. Il s'agit en fait d'une révolution majeure dans la géopolitique américaine. C'est un changement de paradigme et donc de manière d'agir. Donald Trump et son administration ne font pas moins qu'une révolution, bien sûr, à l'intérieur du pays, une révolution morale, une révolution conservatrice. Ça, c'est une chose. Il y a également le phénomène de néo-féodalité de la tech qui soutient Donald Trump et son administration. C'est encore un autre sujet qui peut être lié à ce revirement international, mais c'est assez secondaire. Et il y a une troisième révolution, c'est la révolution dans les relations internationales, et c'est ce qu'on va aborder. Et pourquoi est-ce que Donald Trump et son administration lancent cette révolution dans les relations internationales? Qui dit révolution dit changement. Mais changement par rapport à quoi? Eh bien, en 1991, l'URSS s'effondrait. Vous vous en souvenez, après la chute du mur de Berlin en 1989, c'était la fin de l'Empire soviétique, de l'Empire communiste. C'était la fin également de l'affrontement bloc contre bloc. C'était la fin de la guerre froide. Mais à ce moment-là, arrivait au département d'État, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères américain, des jeunes aux dents longues
qui s'étaient préparés avec les vieux à la lutte contre l'URSS. Et l'ennemi étant défait, eh bien, ils changent, eux, de paradigme et ont un nouveau projet. Faire de l'Amérique la seule nation, la nation utile. C'est la transformation de la destinée manifeste du 19e siècle américain sur le continent américain, sur l'ensemble du monde. Les États-Unis ont une destinée manifeste et cette destinée manifeste, c'est de dominer le monde, de régimenter le monde, de l'organiser. C'est la révolution néocon dans les relations internationales. Qui sont ces néoconservateurs américains? Eh bien, on y retrouve le penseur Kagan, qui est d'ailleurs le mari de Madame Nuland, celle qui était la numéro 2 du dernier ministre des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken, celle-là même qui, en 2014, coordonnait le coup d'État en Ukraine. Il y a bien sûr Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité du précédent président Joe Biden. Et avant eux, il y avait Wolfowitz, Kristol, les Kristol, dirais-je, père et fils, Rumsfeld, Abrahams, Pearl, Kirkpatrick, et bien sûr en clé de voûte intellectuelle, Francis Fukuyama, qui parlait de fin de l'histoire. Ces néoconservateurs étaient de gauche comme de droite. Et on va y trouver surtout deux présidents majeurs, Clinton, sûrement le pire de tous, et démocrate, et le républicain Bush, qui insistera lors du sommet de Bucarest de 2008 que l'Ukraine et la Géorgie rentrent dans l'OTAN. Il fera aussi les guerres d'Afghanistan, les guerres d'Irak que nous connaissons bien. Ces néoconservateurs sont sortis du droit international et les États-Unis, pour eux, ne devaient pas suivre le droit international. C'est les États-Unis qui établissaient les règles au fur et à mesure. Elles étaient changeantes, tout en ne s'appliquant pas aux États-Unis. Il s'agissait de Rules-Based World Order. Le monde régenté par les règles à géométrie variable, encore une fois. C'est une époque de 1991 à 2024 où on a assisté à la vassalisation complète des anciens alliés européens par le biais de l'OTAN. C'est également une période de logique globaliste néolibérale sous contrôle des USA. L'économie est mondiale, l'économie mondiale est dirigée par les États-Unis sous domination du dollar. Et il y aura énormément de guerres préventives, des révolutions de couleur, des changements de régime, des assassinats, des influences tout azimut. On le voit de manière maintenant officielle que sont ouverts les dossiers d'USAID et l'installation de centaines de bases militaires à travers la planète, plus de 800 et des centaines de milliers de soldats américains sur l'ensemble de ces bases ou menant ces guerres. Ne parlons pas des supplétifs et des entreprises de sécurité privée américaines. C'est un véritable empire américain qui vise l'hégémonie. Bien sûr, cela s'est fait avec la présentation de soi comme le camp du bien, le défenseur des droits de l'homme. Puis est venu le progressisme et puis le wokisme. D'ailleurs, c'était autant de leviers pour influencer, contraindre, forcer les nations à changer le cours de leur destinée. C'est aussi d'ailleurs pour cela que Trump et son administration s'abordent tous ces aspects. Ils ont compris que tout cela est fortement rejeté dans les pays et nuit à l'image de l'Amérique. Et en plus, c'est contraire à leur propre idéologie conservatrice. Ces néoconservateurs ont mis au pas ceux qui renaclaient. Je pense particulièrement à la France, qui a montré sa grandeur au moment de la présidence de Jacques Chirac, lorsque Villepin fit son célèbre discours à l'ONU. Les sanctions des États-Unis furent sévères pour la remettre dans le droit chemin. Ce que feront, bien sûr, Nicolas Sarkozy en entrant dans le commandement intégré de l'OTAN, François Hollande et bien évidemment, plus que tout autre, Emmanuel Macron. Et ces néoconservateurs, comme ils étaient formés pendant la période de la guerre froide, ont un ennemi principal, un ennemi qui est pour eux l'alpha et l'oméga. Et cet ennemi, c'est la Russie. Pourquoi? Eh bien parce que dans leur conception d'une nation dominant toutes les autres, pour eux, la Russie, et seule la Russie, était une nation capable, sûrement au bout d'un certain temps de développement, d'avoir une possibilité de domination hégémonique, car elle a tout en termes de ressources, elle a une taille suffisante qui lui permettrait de faire cette hégémonie. D'où la volonté de la saborder,
et même la diviser en différentes entités. C'est le projet de découpage de la Russie en une quinzaine de républiques, ce qui sera d'ailleurs répété par Madame Kaja Kallas, la nouvelle ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui est elle aussi néoconservatrice et qui ne faisait que véhiculer leur thèse. Bien sûr, cela permettait également de récupérer les richesses immenses de la Russie, chose qui aurait pu assurer éventuellement une forme d'avantage à la Russie que ne supportent pas les néoconservateurs. Et donc, ils ont agi en ce sens. Ça a été l'extension de l'OTAN en 1999 avec la Pologne, la Hongrie, la République tchèque. En 2004, les pays baltes, plus l'installation des bases militaires, juste, pas très loin, juste à la frontière russe, pas très loin de Saint-Pétersbourg, à portée de missiles de Moscou. Plus la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovéquie, la Slovénie. En 2009, l'Albanie, la Croatie en 2017, le Monténégro en 2020, la Macédoine du Nord. Dans les républiques du Sud de l'ex-URSS, au Kyrgyzstan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, étaient installées des bases et des coopérations militaires étroites. Et également en Géorgie et en Ukraine. On le voit, enserrement de la Russie dans l'objectif de la combattre. Et pendant ce temps, ces néoconservateurs n'avaient que mépris pour la Chine, qu'ils voyaient comme une sorte d'immense usine, certes, mais avec des gens qui ne savent pas faire grand-chose par eux-mêmes, pas réellement une menace militaire, et qui n'a jamais eu une puissance internationale, des copistes, hein, des bons petits ouvriers. Et puis c'est comme ça qu'on le voit dans l'imaginaire néoconservateur, après les guerres de l'opium d'il y a 150 ans, qui ont complètement affaibli la Chine, ou dans la mémoire américaine, tous ces Chinois, des dizaines de milliers de Chinois qui sont venus aux États-Unis construire le chemin de fer, en particulier le premier chemin de fer transcontinental, sur lequel sont morts de nombreux Chinois. Bref, des petits travailleurs au service de la grandeur de l'Occident et spécifiquement des États-Unis. Ça s'appelle l'hubris de la supériorité. Et les néoconservateurs ont presque réussi. Ils ont presque réussi dans les années 90 à atteindre leur objectif d'effondrement définitif de la Russie et la couper en petits bouts. Ça s'est joué à très très peu. Tout cela a été théorisé par un de leurs principaux penseurs, Zbigniew Brzezinski, dans Le Grand Échiquier. Et l'un des derniers chapitres de son livre vaut le détour parce qu'il parle de l'Ukraine et il dit il faut, pour casser la Russie, définitivement la couper de l'Ukraine. La guerre en Ukraine est le programme des néoconservateurs. Ils ont voulu et fait tout pour qu'il y ait une guerre en Ukraine. L'objectif était que les Ukrainiens tiennent le coup, au moins pendant 6 mois, et pendant ce temps-là, eh bien, ils détruiraient méthodiquement la Russie sur le plan économique. Ils voulaient une défaite stratégique de la Russie. C'est pour ça qu'ils ont évité toutes les chances, toutes les options qui auraient pu mener à ce que ce conflit ne démarre pas. Ils souhaitaient ce conflit et ils ont tout fait en ce sens. Malheureusement, pour eux, de défaite stratégique de la Russie, il n'y en a pas eu, c'est plutôt l'inverse. On se retrouve avec une défaite stratégique de l'OTAN. Or, cette défaite stratégique de l'OTAN est pour les néoconservateurs inacceptable. Il y a quasiment une forme de croyance religieuse dans le fait qu'il faut encore quelques chars, encore quelques missiles, encore quelques sanctions, et Poutine ne tiendra plus, l'économie russe va tomber, son régime va s'effondrer, il y aura une révolution, et après, la Russie ne sera plus une puissance et nous pourrons enfin dominer le monde. D'ailleurs, c'est le disque rayé que continuent à passer les néoconservateurs européistes, ceux qui ont été mis en place en tant que dirigeants européens par ces néoconservateurs américains. Ils passent ce disque rayé même maintenant que les États-Unis changent de braquet. Mais aux États-Unis, il n'y a pas que des néoconservateurs. Il y a aussi ce qu'on appelle des réalistes. George Kennan, mort en 2008, et qui fut, à partir de 1949, celui qui organisa le containment de l'URSS communiste. On peut difficilement le considérer qu'il soit un agent du Kremlin. George Kennan, qui connaissait très bien la Russie, et pour cause, disait
il ne faut surtout pas aller dans cette direction. Cela finira en guerre qui risque, à terme, de se transformer en guerre internationale, peut-être en troisième guerre mondiale. C'est ce que disait Henry Kissinger. C'est ce que c'est ce que dit en continu John Mearsheimer depuis des années, le chef de file des géopoliticiens réalistes américains, professeur à l'université de Chicago, ou alors Jeffrey Sachs, le grand économiste américain, conseiller pour la lutte contre la pauvreté des secrétaires généraux de l'ONU, qui avait conseillé des présidents russes, des présidents ukrainiens, des gens qui connaissent très bien la situation. Les uns sont de droite, les autres de gauche, peu importe, c'est la vision des réalistes américains. Et que disent ces réalistes américains? On perd, on est en train de perdre dans la globalisation économique au profit de la Chine. La Russie ne s'est pas effondrée, elle tient bon, et en plus, elle se renforce au niveau international et économique en raison de cette guerre. Cette guerre a favorisé le développement des BRICS, qui ne sont plus juste une réunion de gens qui s'entendent bien, mais devient un véritable club qui met à mal le dollar au niveau international. Ces géopoliticiens américains réalistes disent le monde est multipolaire. Le projet de l'hégémonie américaine est un échec qui, en plus, nous coûte une fortune. Les 800 bases militaires, les centaines de milliers de soldats, les guerres ici et partout sans aucun résultat, si ce n'est un effondrement de l'image des États-Unis, coûtent très cher, symboliquement et en espèces sonnantes et trébuchantes. Cela produit la détestation des États-Unis et de l'Occident. Et en plus, ils considèrent que les néoconservateurs risquent de nous conduire à une guerre beaucoup plus importante dans laquelle les États-Unis pourraient être impliqués. Il faut y mettre un terme. Ce n'est pas un coup d'État supplémentaire, ce n'est pas un changement de régime, une révolution de couleur supplémentaire, ni un nouvel assassinat qui pourront changer les choses. Le monde est différent et le projet néoconservateur a échoué. Et le pire pour ces géopoliticiens américains réalistes, le pire s'est produit avec cette stratégie. Et le pire, c'est Henry Kissinger qui l'a formulé. Le pire, c'est l'alliance resserrée entre la Russie et la Chine. Car c'est l'assurance que la Chine, qui n'a pas les ressources et les capacités militaires de la Russie, dominera de manière radicale les États-Unis. On peut considérer même qu'il s'agit d'un cauchemar géopolitique pour les Américains. Trump, Donald Trump, le président des États-Unis, lors de sa première présidence, était entouré de néoconservateurs. Depuis, il a ouvert les yeux et il s'est acquis à la cause des géopoliticiens réalistes. Oui, la Russie a gagné la guerre en Ukraine, point. C'est fini. Il faut accepter l'échec du projet hégémonique néoconservateur. Il a accepté le caractère multipolaire du monde. Il l'a annoncé lui-même, comme Marc Rubio, son ministre des Affaires étrangères. Et dans ce contexte-là, il veut maximiser la force des USA dans ce nouveau monde multipolaire. D'où son offensive, pour le moment verbale, sur le Canada et le Groenland pour avoir un immense bloc nord-américain exceptionnellement solide. Et son objectif premier est de briser, ou au moins d'affaiblir un peu le lien fort qui s'est noué entre la Russie et la Chine. Car il faut le répéter encore une fois, le projet néoconservateur a mis la Russie dans une position où elle a préféré être numéro 2 d'une Chine plus forte qu'elle, plutôt que d'être méprisée et menacée de destruction, d'attaque par l'OTAN et les néoconservateurs américains. Trump veut que cela change. Et il ne veut pas que les États-Unis soient isolés dans le monde. Or, les États-Unis sont justement de plus en plus isolés dans le monde en raison de la politique mégalomaniaque voulue par les néoconservateurs américains. Et cela mène à un autre cauchemar pour les Américains et leur géopolitique. C'est la perte d'hégémonie du dollar, ce qui est le chemin qui a été pris par les BRICS. Vous en avez fait le compte rendu quand nous étions au sommet des BRICS de Kazan. Alors, comment faire pour Donald Trump et son équipe pour
casser ce lien très fort qu'il y a entre la Chine et la Russie. Car c'est mal parti pour que la Russie fasse confiance aux États-Unis. Je le rappelle, il y a eu les multiples extensions de l'OTAN. Il y a eu le pillage de la Russie des années 90 avec des sommes colossales et des richesses colossales qui ont quitté la Russie vers l'Occident. Il y a eu l'influence américaine, les révolutions de couleur, les déstabilisations par la CIA, l'USAID, la National Endowment for Democracy, prouvées dans les faits aujourd'hui aux yeux de tous. Il y a les soutiens aux islamistes tchétchènes lors des deux guerres de Tchétchénie. Il y a eu les sanctions depuis 2014. Il y a eu les sorties des traités. Car oui, les États-Unis sont sortis de nombreux traités. Le traité ABM, le traité qui limitait le développement de systèmes de défense antimissiles balistiques, dont est sorti George W. Bush en 2002. Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, INF, qui encadre les missiles, plutôt qui interdisait les missiles terrestres d'une portée de 500 à 5500 km. C'est Donald Trump qui en est sorti en 2019. Le traité de ciel ouvert, Open Sky Treaty de 1992, dont sont sortis les États-Unis en 2020. Là encore, à l'initiative de Donald Trump. Et puis, la sortie du traité en 2002 par George Bush a permis, en mai 2012, lors du sommet des chefs d'État de l'OTAN à Chicago, que Obama lance son projet de bouclier antimissile. Des boucliers antimissiles disposés en Pologne, en Roumanie, avec des radars en République tchèque officiellement. C'était pour contrer des missiles intercontinentaux que les Iraniens ne possédaient pas. En réalité, c'était pour escalader la guerre avec la Russie. C'est pour ça que les Russes ont, eux, à ce moment-là, lancé leur programme de recherche de missiles hypersoniques. On voit le résultat où a mené cette course à l'armement. Il y a eu les volontés affichées de détruire la Russie par les néoconservateurs, et puis il y a eu la guerre en Ukraine. Même résumé comme ça, très rapidement, ça fait beaucoup. C'est mal parti avec un tel passif pour renouer de bonnes relations et casser l'alliance russe-chinoise. Alors, pour commencer, eh bien, il faut faire de gros gestes d'amour. Et c'est comme ça qu'il faut lire ce que fait Donald Trump. C'est de grands gestes d'amour que les Russes ne demandent même pas. On a vu, ça va jusqu'au de proposer le retrait des troupes américaines d'Europe et les ramener à leur position de 1997, c'est-à-dire avant les premières extensions de l'OTAN. C'était une vieille demande des Russes, mais qu'ils avaient complètement abandonnée compte tenu d'intensité de la guerre en Ukraine face à l'OTAN. De demander qu'au G7, il ne soit plus inscrit la responsabilité de la Russie dans la guerre en Ukraine. C'est colossal. On parle de lever les sanctions. C'est inviter la Russie à peut-être revenir dans le G8, proposer un retour au SWIFT, c'est traiter Poutine avec respect. Tout ça, ce sont des gestes d'amour, si on peut s'exprimer comme ça, des preuves eh bien, qu'on veut bien faire du côté des États-Unis pour renouer des relations. Or, c'est exactement ce qui se passe à Riyad, puisque c'est à Riyad que se rencontrent les délégations américaines. C'est principalement pour renouer des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie. Ça ne va pas réellement plus loin pour le moment. Contrairement à ce que disent certains, à Riyad, les Américains et les Russes ne se sont pas rencontrés pour négocier une paix sur l'Ukraine. C'est un seul des nombreux aspects. D'ailleurs, à Riyad, il y avait 6 panels et un seul des 6 panels de discussion concernait l'Ukraine et il est secondaire. Les États-Unis ne font ni plus ni moins ce que Henry Kissinger, justement, celui qui a imaginé ce cauchemar de l'alliance sino-russe, avait fait avec son président Nixon. À l'époque, Henry Kissinger était ministre des Affaires étrangères. On est au début des années 70 et il y a une alliance URSS-Chine que ne veulent plus les Américains. Et donc, cette fois-ci, ils vont aller draguer les Chinois. Nixon fera une visite historique en Chine. Ce sera l'abandon de Taïwan. La politique américaine
d'une seule Chine avec deux systèmes, et ainsi de suite. Et ça contribuera à distendre le lien entre la Russie et la Chine dans les années 70. Alors, voilà où on en est. Pourquoi les États-Unis font ce qu'ils font? Les Russes, pour le moment, semblent contents. Le pari aussi pour les Américains, eh bien, c'est que les Chinois, au minimum, commencent à s'inquiéter d'autant de marques d'amour de la part des Américains envers les Russes et s'inquiètent de l'avenir de leurs relations. Ce n'est pas pour rien que vient de se tenir ces jours-ci une très longue discussion de plus d'une heure et demie entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, qui lui a fait part de l'état de l'avancée des discussions avec les Américains. On peut supposer que Xi Jinping y a vu quelques inquiétudes, même si très officiellement, les Chinois sont ravis de l'évolution positive vers la paix et le retour des relations russo-américaines. Bien sûr, c'est du langage diplomatique. Derrière, il y a la compréhension de ce que font justement les États-Unis, de ce que fait Trump, puisque pour Trump, l'ennemi principal, comme pour Henry Kissinger, c'est maintenant la Chine et non plus la Russie. Alors, certains ont pu croire que ce retournement de situation du côté de paradigme géopolitique américain signifiait la fin des tentatives d'influence des États-Unis. Malheureusement, je crois que la douche sera froide de ce côté-là. Euh, on peut tout à fait, dans une logique multipolaire, c'est-à-dire en comprenant les lignes rouges et ce qu'il ne faut pas traverser des autres nations, ça n'empêche pas eh bien, de continuer à avoir des politiques d'influence là où c'est toujours faisable. Et on peut être assuré que les Américains le feront, car ce changement de paradigme d'une vision hégémonique des États-Unis à une Amérique forte dans un cadre multipolaire, encore une fois, c'est du réalisme géopolitique, mais il est brutal. Il est sans concession et les États-Unis s'occupent d'abord de leurs intérêts. On le voit très très clairement, y compris avec leurs soi-disant alliés européens qui sont les premiers dans la ligne de mire, en particulier dans l'aspiration de leurs entreprises. Cela ne signifie pas non plus que les Américains n'auront pas leurs hommes d'influence. Ils en ont. Ils sont juste différents de ceux qui sont actuellement en place. Ils seront naturellement plus proches de gens qui partagent par ailleurs leur idéologie sur les questions morales, sur les questions de famille, sur les questions conservatrices au sens sociétal. Et bien sûr, ce sera des gens, par exemple, comme Orban, ou certains en Pologne, ou l'AfD en Allemagne. Ce seront leurs gens. On comprend la tragédie pour ceux qui sont actuellement au pouvoir en Europe. Leur fin est peut-être proche parce qu'ils sont pour beaucoup en place, parce qu'ils ont accepté totalement le projet hégémonique néoconservateur américain et qu'ils ne sont plus aptes à gouverner dans ce nouveau monde. On verra ce qu'il en est. Il y a eu la visite de Keir Starmer pour la Grande-Bretagne et notre président Emmanuel Macron chez Donald Trump, qui a sûrement voulu mettre les points sur les i. Mais attention, les néoconservateurs ne sont pas morts et ils continuent à agir. Trump fait une guerre aux néoconservateurs à l'international et il n'est là que depuis 3 ou 4 semaines. Mais on voit la violence, entre guillemets, avec laquelle il opère sur le territoire américain pour les sortir de l'ensemble, ou d'en sortir le plus possible des instances administratives et de direction des États-Unis. Et oui, ils sont là depuis 40 ans, ils ont mis leurs hommes. Donc rien n'est garanti quant à l'avenir, mais c'est l'orientation qui est prise aux États-Unis. Et je rappelle que les néoconservateurs, donc, qui sont défaits pour le moment, mais n'ont pas signé leur arrêt de mort, n'ont pas capitulé. Pour eux, il faut tenir et ils vont continuer. D'ailleurs, c'est ce qu'ils demandent en fait à leurs alliés, ex-alliés néoconservateurs d'Europe, ceux qui sont toujours à la direction de notre pays. Ils leur disent, mais tenez bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver à Donald Trump. Tenez bon, on a des élections au Congrès dans 2 ans, et puis Donald Trump n'est là que dans 4 ans. Ça se trouve, on va pouvoir revenir et recommencer comme avant. Et comme ces dirigeants européens ont été mis par ces néoconservateurs et qu'ils sont essentiellement des vassaux, eh bien, pour le moment, ils continuent à passer ce que j'appelle le disque rayé de la volonté hégémonique des néoconservateurs américains. On verra ce qu'il en sera à l'avenir, mais voilà ce qui s'est réellement passé. Et
si on continue sur cette voie, c'est-à-dire où les États-Unis abandonnent le projet hégémonique néoconservateur qui passe par un affrontement, un effondrement de la Russie, eh bien, quoi qu'on pense de Donald Trump, quoi qu'on pense de ses équipes, quoi qu'on pense de leur idéologie, qu'on soit opposé ou pas, on peut leur reconnaître au moins une chose, c'est que c'est en acceptant le monde multipolaire, c'est-à-dire tel qu'il est, eh bien, il nous évite une troisième guerre mondiale, car le projet néoconservateur était voué à l'échec, soit de la manière présente, à savoir rater cet effondrement stratégique de la Russie, soit réussir en Ukraine, ce qui aurait conduit à une guerre nucléaire. Ce qu'on peut espérer, c'est que nous vivions la fin du néoconservatisme américain et que de nouvelles relations internationales se mettent en place dans les logiques multipolaires qui où primeront d'abord les discussions plutôt que les affrontements. Voilà pourquoi les États-Unis agissent comme ils agissent. Dans le prochain numéro de Ligne de front, on verra ce qu'attendent les Russes, ce que veulent les Russes et à quoi ils se préparent. Ce n'est pas sûr qu'ils ne profitent pas de cette situation pour mettre un piège aux Américains et maximiser leur puissance dans cette cacophonie occidentale. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce que nous faisons à Fréquence Populaire, quelles que soient nos émissions, la matinale, Ligne de front, les différentes émissions qui vont venir, l'œil de Kousma, les émissions avec Gilles Casanova, avec François Coq, avec Arnaud Bertrand, avec, bien sûr, Emmanuel Todd ou Jacques Sapir, eh bien, soutenez-nous. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager nos vidéos, en particulier celle-ci, et de les faire connaître, de faire connaître notre média autour de vous. N'hésitez pas à aller sur Telegram, à vous abonner sur notre fil Telegram. Pour ceux qui préfèrent TikTok, n'hésitez pas à aller sur TikTok, sur LinkedIn, sur Facebook. Et si vous avez tous les réseaux sociaux, eh bien, abonnez-vous à Fréquence Populaire sur tous les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Une excellente journée à tous.